est sociologue allemand du XIXe siècle et le grand théoricien de la définition réaliste des classes sociales. Avant de présenter sa conception des classes, mettons en évidence les principales caractéristiques de son analyse. Première caractéristique, c'est une analyse matérialiste. Chaque société est caractérisée à un moment donné par son mode de production. Celui-ci est la combinaison de deux éléments. Les forces productives, ce sont les moyens de production, ce que Marx appelle l'infrastructure économique mise en œuvre à un moment donné. Par exemple, le moulin à vent à la fin du XVIIIe siècle. Les rapports de production qui indiquent à qui appartiennent ces moyens de production. Ils permettent de définir les classes sociales. Marx a ainsi une vision matérialiste de l'histoire. L'infrastructure matérielle conditionne la superstructure idéale, c'est-à-dire le processus de la vie sociale, intellectuelle et politique, par exemple les modes de pensée, les valeurs religieuses. Les hommes sont ainsi déterminés par les forces productives. Les individus ne sont pas les acteurs de leur destin, mais sont influencés par les structures économiques et sociales. C'est la deuxième caractéristique de l'analyse marxiste, une analyse holiste et déterministe. Troisième caractéristique, une conception finaliste ou téléologique de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire est écrite à l'avance. Marx considère que les modes de production succèdent inéluctablement. Il différencie deux temps. Premier temps, les forces productives sont cohérentes avec les rapports de production. Le mode de production est donc viable. Mais arrive un moment où les forces productives entrent en contradiction avec les rapports de production. Le mode de production est donc condamné à la destruction. La révolution entraîne alors la destruction de l'ancien mode de production, remplacé par un nouveau, plus adapté aux nouvelles conditions matérielles. L'histoire est donc marquée par une succession de modes de production. Le passage de l'un à l'autre donne naissance à des conflits. La lutte des classes est donc une caractéristique structurelle des sociétés. Marx écrit ainsi: l'histoire de toute société n'est que l'histoire de la lutte des classes. Cette lutte est caractérisée par l'opposition entre les deux classes fondamentales dans tous les modes de production. Elle conduit soit à une transformation révolutionnaire de la société, soit à la disparition des deux classes en lutte. Le mode de production capitaliste a introduit une simplification des antagonismes de classe. La société se divise de plus en plus en deux grands camps opposés, la bourgeoisie et le prolétariat. On parle alors de bipolarisation. Les classes vont naître de la lutte des classes. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une classe? Pour pouvoir parler de classe, il faut deux conditions. Des conditions objectives. Les individus doivent vivre de manière semblable et donc exercer le même travail. C'est alors une classe en soi. Ces conditions, si elles sont nécessaires, ne sont pas suffisantes. En effet, tant que les individus n'ont pas pris conscience de leur appartenance à une même communauté ayant des intérêts semblables, ils sont en concurrence et ne sont pas solidaires. Il faut que la classe devienne une classe pour soi. La condition suffisante pour que la classe prenne conscience d'elle-même est qu'elle entre en lutte avec d'autres classes. C'est la lutte qui détermine la prise de conscience. Cette lutte provient de l'exploitation de la classe dominée par la classe dominante. Selon Marx, ouvriers et bourgeois ne sont que formellement égaux. Le bourgeois dispose d'un capital. Il peut vivre grâce à son épargne. L'ouvrier ne dispose que de sa force de travail pour survivre. Il doit donc absolument travailler, quelles que soient les conditions qui lui sont proposées. Cela permet alors à la bourgeoisie de prélever une partie de la richesse créée par l'ouvrier. L'ouvrier reçoit un salaire qui correspond à la quantité de travail nécessaire à sa survie. Or, celle-ci est inférieure à la quantité de travail créé. La différence est appelée plus-value. Marx parle alors d'exploitation et même de vol, puisque seul le travail crée de la richesse. C'est cette exploitation qui va être à l'origine de la disparition du capitalisme. Le salaire est fixé au minimum, mais les capitalistes se livrent à une concurrence effrénée et sont obligés, pour ne pas faire faillite, d'être compétitifs et de remplacer le travail par des machines. Cela entraîne deux conséquences: une augmentation du chômage, ce que Marx appelle armée industrielle de réserve, une diminution de la richesse créée, puisque seul le travail crée de la valeur. Afin d'éviter une baisse de leur plus-value, la bourgeoisie baisse les salaires.
La hausse du chômage et la baisse du salaire entraînent une paupérisation accrue de la classe ouvrière. Ceux-ci vont alors se révolter contre la bourgeoisie. La succession de conflits aboutit à terme à la disparition du capitalisme, ce que Marx appelle le grand soir du capitalisme. Pour finir, un schéma de synthèse.